Nous allons poursuivre la matinée comme convenu avec cet atelier qui sera reproduit à 14 heures, mais évidemment avec un public différent, sauf si vous voulez faire 2 sessions. Quel cas, vous aurez des informations en double exemplaire. Donc bienvenue, on est dans cet atelier ici pour la découverte des services socles nationaux. Donc ça concerne Pro Santé Connect, l'identito-vigilance et l'INS, on vient d'en parler, et mon espace santé. Donc on va avoir la suite qu'on évoquait d'ailleurs déjà tout à l'heure un petit peu en plénière, qui est qu'en tant que professionnel, il faut évidemment s'identifier, ensuite identifier le patient et avoir donc accès à mon espace santé. Pour évoquer ces aspects-là, une présentation de Jean-Baptiste Moin, qui est ici présent, chef de projet Pulsi, Ségolène Barre, qui est référente régionale en identito-vigilance. On va pouvoir revenir sur ce qui a été évoqué pour Pulsi, hein, ce qui a été évoqué juste avant. Et puis pour la CPAM, 2 intervenantes, Adoration Gallardo et puis Sophie Gogler-Mazy, qui pour l'une est chargée marketing e-santé pour la CPM du Bas-Rhin et pour l'autre à la CPM de Meurthe-et-Moselle. Donc voilà, l'ordre logique, c'est ça. Et le but, c'est évidemment d'aller au final sur mon espace santé et d'y être correctement connecté, d'avoir toutes les bonnes informations pour ensuite pouvoir se promener dans cet espace santé qui est quand même assez vaste, où on a la possibilité de recueillir beaucoup d'informations et de les ressortir à bon escient quand on a un parcours de soins à suivre. Alors, Pro Santé Connect, on commence avec ce point. Jean-Baptiste, moi, je vous laisse vous saisir d'un micro. Vous avez déjà la télécommande pour nous présenter un petit peu les grandes lignes et comment ça doit fonctionner. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter effectivement Pro Santé Connect, qui est la brique d'identification des acteurs de santé qui est proposée par l'Agence du numérique en santé, l'ANS. Donc, c'est une brique qui va permettre aux professionnels d'accéder à des services numériques. Au programme, je vais vous faire un rappel des enjeux. On va vraiment repartir des bases. Ensuite, je vous détaillerai les grands principes de Pro Santé Connect. On va s'attarder sur comment utiliser Pro Santé Connect dans votre quotidien en tant qu'acteur de santé. Et enfin, on terminera sur quelques perspectives, ce que va nous réserver cette brique à l'avenir. Concernant les enjeux, la base de la base, il s'agit bien d'identifier les acteurs de santé. On a parlé à l'instant des patients. Là, c'est vraiment la partie acteurs de santé, donc professionnels et acteurs au sens large qui vont intervenir autour d'un patient. Et les enjeux, il s'agit avant tout de sécuriser l'accès aux données des patients. Il faut toujours bien garder à l'esprit, ça a été répété dans la matinée, que le patient est vraiment au centre des enjeux. Et la sécurisation à l'accès à ces données est donc l'enjeu principal. Malgré tout, on souhaite faciliter la collaboration des acteurs de santé. Il ne s'agit pas de mettre des bâtons dans les roues pour les acteurs, il s'agit qu'ils puissent collaborer sur des outils numériques. Dans un contexte qui n'est pas un contexte facile, des cybermenaces qui sont omniprésentes. On a eu, dans les années récentes, des établissements dans le Grand Est qui ont subi des cyberattaques. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Les attaques pourraient être très bien portées sur des comptes d'utilisateurs, acteurs de santé. Pour répondre à ces enjeux, on a une ordonnance qui, en synthèse, nous dit que pour accéder à des données de santé, un acteur de santé doit utiliser une identification électronique avec authentification forte. L'identification, c'est dire qui je suis. L'authentification, c'est prouver qui je suis. On dit qu'elle est forte quand on le prouve de 2 façons différentes. Par ailleurs, l'ordonnance nous dit aussi qu'on doit enregistrer au préalable les acteurs de santé dans un annuaire sectoriel, ça veut dire qu'il se rapporte au secteur de la santé. On a des transpositions. En pratique, on a un référentiel plutôt technique qui s'appelle la PGSSIS. Et par ailleurs, on a des déclinaisons projets avec le Ségur, la doctrine et la feuille de route du numérique en santé. Après cette partie un peu théorique sur les enjeux, je vais vous parler des fondamentaux de la brique Pro Santé Connect. On va repartir de la partie législative. On avait d'un côté l'annuaire, d'un autre côté des moyens d'identification électronique. Concrètement, ce qu'on a dans notre quotidien, c'est d'un côté le RPPS,
un annuaire qui permet d'enregistrer les acteurs de santé, et de l'autre côté, des cartes à puce, des applications mobiles qui nous permettent de nous identifier électroniquement. Et ProSanté Connect doit être finalement le trait d'union entre ces deux côtés, c'est-à-dire qu'il va nous servir pour les acteurs présents dans le RPPS d'utiliser un moyen d'identification électronique pour s'identifier et accéder à un service numérique de santé. Et on va même un petit peu plus loin avec ProSanté Connect. On permet également l'identification des acteurs qui portent une carte de la famille CPS. Donc typiquement des administratifs qui n'auraient pas de numéro RPPS peuvent malgré tout s'identifier avec ProSanté Connect pour accéder à des services numériques. On va faire un petit focus sur les moyens d'identification justement. Alors d'abord, on a toutes les cartes à puce de la famille CPS, donc CPS, CPA, CPE, CPF pour les professionnels en formation, CDE pour les directeurs d'établissement, qui sont bien adaptés sur les usages avec un poste fixe. Par contre, en mobilité, on va plutôt privilégier l'application ICPS qui a les mêmes fonctionnalités mais de façon dématérialisée sur une application mobile qui marche à la fois sur Android et sur iOS. Et accessoirement, vous pouvez même l'utiliser avec un poste fixe, en complément d'un poste fixe, un peu comme vous utiliseriez une carte à puce, sauf que vous n'avez pas besoin de lecteur, vous avez juste besoin de votre mobile. À noter qu'il y a d'autres moyens d'identification qui viendront, j'en reparlerai un peu plus tard. Enfin, ProSanté Connect ne propose pas, on va mettre les choses au clair dès maintenant, hein, il ne propose pas le login mot de passe. C'est déjà insuffisant aujourd'hui pour accéder à un service numérique de santé à distance. Il ne propose pas non plus le login mot de passe plus OTP. Il faut savoir que la réglementation européenne considère que c'est un moyen qui est faible, qui n'est pas suffisant pour identifier clairement un acteur de santé. Et par ailleurs, la PGSSIS, vous vous souvenez tout à l'heure, hein, la doctrine technique, cible l'abandon des logins mots de passe et OTP pour 2026. Il faut garder cette date en tête. Donc ProSanté Connect est un moyen d'identification qui, dès maintenant, se tourne vers l'avenir et se tourne vers cette date. Je vais vous parler de ProSanté Connect dans votre quotidien. Poser une question quand même, il va y avoir quoi à partir de 2026? À partir de 2026, pour l'accès à des données de santé, un acteur de santé va devoir utiliser un moyen d'identification fort. Ça peut être ProSanté Connect, ça peut être un moyen qui a été homologué par un établissement, un moyen qui a été référencé par EIDAS, qui est une organisation européenne. Par contre, la cible, c'est que le login mot de passe et les codes à usage unique qu'on reçoit par mail ou par téléphone soient en phase d'abandon. Bien, merci. On aura peut-être d'autres questions après, puisqu'on va avoir un temps de questions-réponses. Donc déjà, pour un acteur de santé, la première question, c'est finalement, pour accéder à quel service? Vous pouvez accéder à beaucoup de services. Vous allez avoir le DMP, MS Santé et Amélie Pro, le portail Amélie Pro, qui sont portés par le national. Vous allez avoir également des services régionaux. Il faut noter que tous les services Pulsi sont accessibles avec ProSanté Connect. Donc que ce soit par CO, MS Santé, Medimail, Images, vous pouvez utiliser votre CPS ou votre ICPS pour vous connecter. Les professionnels libéraux, s'il y en a dans la salle, vous pouvez même créer votre compte de façon autonome avec ProSanté Connect. Vous avez peut-être un logiciel métier en établissement ou en cabinet, selon la politique de votre établissement, qui vous permet de vous connecter aussi. Et enfin, vous avez des services en ligne divers et variés portés par les pouvoirs publics, je pense à Via Trajectoire par exemple, ou par des entreprises privées. En tout, il y a plus de 400 services qui sont accessibles après vous être identifié sur ProSanté Connect. Quels sont les prérequis pour utiliser ProSanté Connect? Soit vous disposez d'une carte CPX, vous pouvez l'utiliser directement en l'insérant dans le lecteur, soit vous pouvez activer l'application ICPS. Grosso modo, vous convertissez en quelque sorte une carte physique en une carte numérique. Et après ça, pareil, vous utilisez votre ICPS pour vous identifier. Si vous êtes enregistré dans le RPPS avec des coordonnées de contact à jour, ce point-là c'est très important, il faut que vos coordonnées soient à jour, vous pouvez directement avec ces coordonnées activer votre appli ICPS. Et pareil, vous vous identifiez sur une appli. Comment est-ce que vous allez l'utiliser au quotidien?
La première chose à faire, c'est de rechercher le bouton qui va bien. Il est présent sur tous les services numériques qui sont compatibles avec ProSanté Connect. Par exemple, pour les services Pulsi, vous aurez sur notre portail, sur l'accès professionnel, un moyen d'identification ProSanté Connect qui est proposé. Vous cliquez dessus. Si vous avez inséré votre carte dans le lecteur, ça marche directement. Si vous vous identifiez avec l'application ICPS, vous allez avoir un petit formulaire, vous rentrez votre identifiant national, vous déverrouillez l'application avec un code PIN, vous recopiez un petit nombre qui s'affiche à l'écran pour prouver que la demande émane bien de vous, et ça y est, vous êtes identifié. Enfin, pourquoi l'adopter en tant qu'acteur de santé? Je vais vous faire peut-être un petit peu de réclame, mais en tout cas, vous avez pas mal d'avantages. Déjà, un niveau de sécurité qui est élevé, on est raccord avec la PGSSIS, on est raccord avec la réglementation. On n'a pas à se réidentifier quand on accède à un autre service de santé qui est compatible. La session peut être portée d'un service à l'autre. Vous n'avez pas des logins et des mots de passe à mémoriser, votre cerveau vous remerciera donc. C'est facile d'usage, on l'a vu sur les diapos d'avant, l'ergonomie est sympa, c'est rapide, c'est gratuit, porté par les pouvoirs publics, donc financé par l'État. Et enfin, c'est dispo dès aujourd'hui, donc vous pouvez dès à présent, peut-être même dans cette salle, j'ai fait tout à l'heure pour consulter les statistiques, utiliser ProSanté Connect. Un petit mot pour les établissements, parce que c'est vrai qu'on a parlé des acteurs de santé, mais en tant qu'établissement, comment est-ce que vous pouvez contribuer au déploiement de ProSanté Connect? Il y a plusieurs façons. Déjà, les ESMS, vous avez un enjeu de taille qui est d'enregistrer vos salariés dans le RPPS+. C'est finalement pareil que le RPPS, mais pour des professions du médico-social. Il n'est prévu d'enrôler dans ce RPPS+, que des acteurs de santé qui ont besoin d'accéder à des données de santé, par exemple, qui ont besoin d'utiliser le DUI pour accéder aux données de santé de la personne, de consulter le DMP ou d'avoir une adresse MSS nominative. Il faut savoir que vous pouvez également inviter vos salariés à se préenregistrer sur le portail RPPS+. Ça vous fera gagner du temps pour valider leur demande. Pour les établissements au sens large, vous pouvez adopter ProSanté Connect comme moyen d'identification, que ce soit sur vos services internes ou sur le portail Ville-Hôpital que vous pourrez proposer. Je sais que certains établissements de la région l'ont déjà fait sur leur portail Ville-Hôpital. Il y aura un projet qui sera assez fondateur pour toutes ces actions. Ce sera de déployer en interne la carte CPX, donc CPS pour les professionnels de santé, CPE pour les administratifs, ou la ICPS auprès de vos salariés. Et bien sûr, en complément, d'autres moyens d'identification qui seront adaptés à vos usages internes. Enfin, s'il y a des référents Pulsi dans la salle qui utilisaient GCH, la gestion des habilitations pour l'accès aux services Pulsi par vos salariés, sachez que vous pouvez inscrire pour les personnes qui n'ont pas de RPPS, qui ont un finesse matricule, étant donné que ce sont des administratifs, vous pouvez l'inscrire dans GCH, il y a une case qui sert à ça, et ils pourront s'identifier avec leur CPE ou leur ICPS. Quelques perspectives enfin sur l'évolution du service. Des nouveaux moyens d'identification qui vont arriver. C'est actuellement à l'étude et notamment il y a l'expérimentation HospiConnect qui rentre dans une première phase. Il y a eu un appel à projet avec 15 candidatures retenues pour expérimenter des nouveaux moyens d'identification en interne aux établissements. Donc, dans le Grand Est, on a la Fondation Saint-Sauveur qui a été retenue, donc on aura les regards portés vers eux au cours de l'expérimentation. Cette expérimentation va permettre d'éprouver notamment tout ce qui est clé FIDO. C'est un peu comme une clé USB, mais avec une information d'identification de la personne portée par ce support. Et enfin, une expérimentation qui est actuellement à l'étude, ce sera un petit peu le Saint Graal quand ça arrivera, ce sera la délégation d'identification aux établissements. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui ouvre sa session Windows aura directement sa session ProSanté Connect. L'accès de nouveaux usages, notamment des usages nationaux. Et enfin, la qualification de ProSanté Connect comme un moyen substantiel EIDAS,
c'est-à-dire certifier de façon absolue et de façon officielle que ProSanté Connect est porteur de toutes les vertus de sécurité qui sont déjà en place actuellement. Enfin, un petit chiffre pour se quitter. En 2027, la feuille de route du numérique en santé prévoit 1 million d'utilisateurs quotidiens. Aujourd'hui, j'en fais déjà partie. J'utilise une ICPS quotidiennement pour m'identifier sur les services régionaux de Pulsi. Et je peux vous confirmer, ça fonctionne. Au quotidien, ça marche. Il n'y a rien à dire. Ça marche même très bien et c'est plus pratique que les codes à usage unique. Donc, vu que j'ai testé et que j'approuve, je vous invite, vous aussi, à tester. J'imagine que vous approuverez et que vous l'adopterez. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Moin. On peut vous applaudir déjà pour la présentation. Super. Et puis, peut-être avez-vous des questions sur ce qui vient d'être dit. Il y a eu plusieurs informations très importantes, effectivement, sur la façon de se connecter. On se pose chacune et chacun des questions sur la meilleure façon de procéder. On voit que ça va changer en plus. 2-3 obligations en plus dans les années qui viennent. Est-ce que vous vouliez intervenir? Alors, je regarde si en ligne on a des questions. Et puis sinon, alors, je vois marqué délai de déconnexion, c'est ça? Quels sont les délais de déconnexion? Ça, c'est une question du webinaire. Alors, au niveau des délais de déconnexion, il faudrait confirmer. Vous trouverez l'information sur le site de l'ANS. D'ailleurs, je vous ai mis un petit QR code que vous pouvez flasher. Ouais. Il y a beaucoup de questions qui trouvent réponse sur cette page qui est extrêmement bien faite. Au niveau des délais de déconnexion... Vous qui avez expérimenté, ça dure combien de temps avant de se... Alors, quand on est actif sur la session, ça dure 4 heures. D'accord. En cas d'inactivité... Parce que les professionnels, c'est vrai qu'ils sont amenés à bouger, puis ils n'ont peut-être pas... Dans ce cas-là, s'ils ont une période d'inactivité, oui, effectivement, ils peuvent se trouver déconnectés. De tête, c'est entre une demi-heure et 1 heure pour la durée de session à vérifier, effectivement, sur le site de l'ANS. D'accord. Beaucoup d'informations. Donc à confirmer, on ne peut pas avoir forcément d'ailleurs toutes les réponses. Alors ça, c'est une question webinaire. Dans la salle, on a aussi un micro à votre disposition. Est-ce que quelqu'un souhaitait demander une précision sur cet aspect? Ou est-ce qu'on passe à l'étape suivante? Parce que dans l'atelier, on a 3 sessions de présentation. Non, tout était clair là-dessus? Très bien. Alors là, on vient d'avoir avec vous, Jean-Baptiste Moin, un tour d'horizon du service d'identification des acteurs de santé, donc porté par l'Agence du numérique en santé. Maintenant, on va voir la seconde étape avec vous, Ségolène Barre, qui est donc référente régionale en identito-vigilance à Pulsi. On va voir comment on fait pour l'identification des patients faite par les professionnels et plus globalement l'INS qui a déjà été évoqué tout à l'heure en fin de matinée, l'identité nationale de santé. Oui, alors bonjour. Et je vais probablement aller rapidement puisqu'en effet on a parlé d'identitovigilance et d'INS juste avant, donc vous êtes déjà briefé sur le sujet. Moi je vais vous rappeler les enjeux de l'identitovigilance et puis les grands principes de l'INS. Je pense que vous êtes déjà informés puisque c'est déployé depuis 2021 et que nous sommes en 2024. Donc, que signifie identifier une personne? Eh bien, c'est disposer de toutes les informations nécessaires pour ne pas la confondre avec une autre personne. C'est toujours une action humaine et elle est basée sur la connaissance des informations qui représentent la personne, les traits de l'identité. Alors, pourquoi c'est important de bien identifier une personne? Pour la sécurité des soins, pour la qualité des soins, on l'a dit tout à l'heure, avoir les antécédents de la personne, pour éviter un choc allergique, par exemple, pour coopérer en interne, les réseaux de correspondants également en externe, dans Parceo, ne pas se tromper de patient, ça arrive aussi qu'il y ait des homonymes dans la même ville, et donc il faut qu'on soit sûr d'avoir le bon patient. Et puis, grâce à la numérisation des informations de santé, la sécurité des échanges, c'est important d'être sûr d'avoir le bon dossier. Donc, qui est concerné? Nous tous. Quand je dis nous tous, il y a une petite maison qui représente le patient, puisque, encore une fois, le patient est acteur de la qualité de ses soins, de sa prise en charge, mais ça commence par le professionnel de santé qui identifie correctement le patient. Il y a les labos, il y a au moment des transports avec les infirmiers, les ambulanciers, pour éviter de
d'intervertir les personnes qu'on ramène dans les EHPAD. Malheureusement, ça arrive. Voilà. On est tous concernés, tous les acteurs, à chaque moment de la prise en charge. Donc les enjeux, il y a de nombreux acteurs, on l'a vu, il y a énormément d'informations échangées, de plus en plus, et la dématérialisation des échanges. Il faut penser à organiser cette prise en charge par rapport à la gestion du risque. L'identito-vigilance, c'est ça. Ça correspond à la gestion des risques liés à l'identification du patient. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas une vigilance réglementaire, mais qu'on travaille avec mes homologues, les membres du Trois-Rives, le réseau des référents régionaux en identito-vigilance, pour essayer que notre vigilance devienne une vigilance réglementaire. Après tout, ça fait partie des critères de certification des établissements de santé, donc on se dit qu'à juste titre, l'identito-vigilance, c'est la base, c'est bien identifier le patient, c'est le premier acte de soin. Comme le disait tout à l'heure Catherine Torlotin, on peut aussi avoir des pertes de chance quand on a effectivement des informations qui passent sous le radar, ou plutôt à côté du radar, du fait qu'il y a des bifurcations malheureuses avec plusieurs identités, quoi. Donc c'est vrai que pour ça, c'est important. Des pertes de chance ou même des cas graves. Le dernier qui me vient en tête, ce ne s'est pas passé dans notre pays, mais à Prague. Il y a une dame qui a été confondue avec une autre patiente. Elle venait pour un contrôle gynécologique et elle a été avortée par erreur. Voilà, l'identito-vigilance, c'est ça. C'est des cas graves, on n'en parle pas souvent, mais et ça arrive malheureusement plus souvent que ce qu'on pense. Et quand quelqu'un parle d'une personne qui s'est fait couper la mauvaise jambe, ça arrive aussi. Alors, dans la vidéo que vous avez vue, on n'a pas voulu, nous, insister sur ce côté un peu oppressant, parce que c'est pas forcément ce qu'on veut mettre en avant, mais c'est important de se rappeler qu'il y a un vrai risque, en fait. Donc l'INS, en bref, parce que voilà, je vous rappelle tout de suite que c'est une obligation légale. Depuis le 1er janvier, toutes les données de santé doivent être référencées avec l'identité INS. Je pense qu'à l'heure actuelle, si vous regardez vos dernières ordonnances, c'est pas le cas malheureusement, il y a encore du retard. Alors c'est pas de mauvaise volonté de la part des professionnels de santé, malheureusement ça vient beaucoup des éditeurs de logiciels qui ont pris du retard. Et donc, toute personne née sur le sol français et ou bénéficiaire de l'assurance maladie dispose d'une INS. Je dis bien une INS parce que j'ai entendu plein de fois ce matin un INS, mais non, c'est une INS parce que c'est une identité numérique de santé. Elle est unique, elle est pérenne. Mais c'est un numéro INS. Non, voilà. C'est un matricule bon, d'accord, INS. bon. Vous y étiez. Un matricule, c'est donc le masculin. Excusez-moi, c'est une blague d'identito-vigilant. Pour animer un peu l'atelier, c'est important. Voilà. Donc, comment est composé l'INS? Voilà, quand on ne veut pas se tromper, on l'appelle l'INS, comme ça on ne fait pas de boulettes. Eh bien, il y a 5 traits d'identité, le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, mais principalement le premier prénom de naissance, au revoir Catherine, la date de naissance, le sexe et le code INSEE de votre lieu de naissance et du matricule INS. Il y a également une donnée invisible, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, c'est l'OID de la structure qui vous a donné votre matricule INS. Mais comme tout le monde, l'OID, ça ne parle pas à tout le monde et qu'en plus c'est invisible, on ne le met pas sur les slides. Et tout ça, ça forme votre identité nationale de santé. Mais il faut vraiment tout ça. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'était pérenne, mais en fait, il y a 2 traits qui sont amenés à changer dans la vie de certaines personnes. On peut changer de sexe, il peut y avoir une réassignation sexuelle, et dans ce cas, l'INS va changer. Et puis, depuis la loi, qui n'est pas la loi Dupond-Moretti, c'est une autre personne, mais comme elle est un peu moins connue, on n'a pas retenu son nom, on peut également changer son nom de naissance. Facilement qu'avant, ce qui pose effectivement un petit souci. Après, il faut pouvoir faire tout suivre. Mais ça se fait, et ça se fait pas si mal au niveau des bases. Ça prend un peu de temps à synchroniser les bases, mais comme c'était les grands principes, je ne vous parle pas des bases de données sur lesquelles on s'appuie, mais ça va mieux pour la synchronisation des bases. Voilà. Donc, le matricule INS, j'entends des fois, malheureusement, que l'INS, c'est un numéro de sécu++. Non, c'est pas ça. Et puis, il y a aussi une petite confusion sur le fait que le matricule INS, c'est le numéro de sécu de la personne. Alors non, des fois oui, mais des fois non, en fait. Parce qu'un numéro de sécurité sociale, il peut être partagé à plusieurs personnes. Alors que le matricule INS, il est unique. Donc, qui peut utiliser l'INS? C'est pas open bar, tout le monde ne peut pas. Par exemple, moi personnellement, j'ai accès au service de santé Pulsi par CO.
je ne suis pas actrice de ma propre prise en charge. Même si je suis patiente, je ne vais pas aller qualifier mon INS. Il faut être impliqué dans la prise en charge du patient pour avoir la possibilité de qualifier l'INS. Tout est tracé, il y a des logs, il y a des matrices d'habilitation et on ne fait pas n'importe quoi avec l'INS. Donc vraiment, c'est un service accessible à l'aide d'une carte CPX nominative dont Jean-Baptiste vous a parlé avant, ou dans les structures de santé par un certificat serveur. J'en profite pour rappeler entre nous qu'à partir du moment où on utilise un certificat serveur, il est obligatoire de réaliser son auto-homologation pour alimenter son registre DPO, parce que sinon, si au cours de toutes les prises en charge et de toutes les qualifications, on se trompe et on qualifie la mauvaise INS et qu'on fait une déclaration auprès de la CNIL, elle peut très bien nous demander notre PV d'auto-homologation et si on ne l'a pas, on a un risque d'amende et de peine de prison. Si vous n'avez pas réalisé votre auto-homologation dans les 2 mois suivant votre premier appel, dépêchez-vous. Il faut le faire. Oui, c'est hyper important. Donc en pratique, comment ça se passe? Le professionnel de santé, il va consulter un document à haut niveau de confiance. Alors je vous les ai mis en photo. Il y a la carte nationale d'identité, il y a le passeport ou le titre de séjour. Alors après, il y a un peu des déclinaisons, mais ce qu'il est hyper important de retenir, c'est que la carte vitale n'est absolument pas un document d'identification à haut niveau de confiance. Ensuite, il va aller rechercher l'identité dans sa base. Ça, c'est très important, l'identification primaire, la recherche d'antériorité, parce qu'on ne veut pas créer de doublons. On a parlé tout à l'heure de la perte de chance s'il y a plusieurs dossiers. Ensuite, on réalise ce qu'on appelle un appel au téléservice INSI. Et là, on va aller récupérer l'identité. Après, le professionnel, il contrôle la cohérence entre ce que le téléservice renvoie et la pièce d'identité. Là, il peut qualifier l'identité. Seule une identité qualifiée, c'est un statut, je pense que j'ai une slide après, permet de transférer les données de santé. Oui, j'avais la slide après. Il y a 4 statuts de l'identité: provisoire, validé, récupéré, qualifié. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Je me présente dans une structure de santé. Je dis bonjour, je suis Jean-Baptiste Mohin. Ils vont m'enregistrer en tant que Jean-Baptiste Mohin, mais au statut provisoire, parce que rien ne leur prouve que je suis Jean-Baptiste Mohin, rien du tout. Ils peuvent réaliser un appel au téléservice et ils vont en trouver un dans la base. Donc, mon identité va être Jean-Baptiste Mohin, mais au statut récupéré. Vous voyez, c'est un statut très peu fiable parce que, entre vous et moi, je ne suis pas Jean-Baptiste Mohin. Il y a un autre cas, je me présente, je dis bonjour, je suis Jean-Baptiste Mohin, on m'enregistre au statut provisoire. Je présente une pièce d'identité qui dit que je suis Jean-Baptiste Mohin. Dans ce cas, mon identité va être validée, mais bon, probablement que j'ai fait une usurpation d'identité. Et sinon, une fois qu'on a fait tout ça, on appelle le téléservice. Là, on vérifie la pièce d'identité. Je ressemble fortement à Jean-Baptiste Mohin. Les traits sont concordants avec le retour. Mon identité est qualifiée. Je suis Jean-Baptiste Mohin. C'est merveilleux d'être Jean-Baptiste Mohin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des documents clés autour de l'INS qui s'adressent aux professionnels. Il y a le référentiel INS qui donne les conditions et les modalités, comment également on implémente le téléservice et l'INS dans les différents logiciels de santé, les GAM, les DPI, les DUI. Et puis il y a le RNIV, ce qu'on appelle entre nous la Bible des référents en identito, le référentiel national d'identito-vigilance. La version actuelle comporte plusieurs volets et le 0 et le 1 sont fusionnés dans la version qui a été prépubliée le 11 juin et qui devrait être officiellement publiée, je mets des guillemets parce que ça fait 1 an qu'on l'attend, en septembre. On a fusionné le volet 0 et 1 pour la simple et bonne raison que les gens ne lisaient que le 0, point essentiel, et zappaient le 1 qui était principe commun. Voilà. Et donc, chacun d'entre vous, établissement de santé, structure non hospitalière, acteurs libéraux, avez droit à votre propre volet qui décrit les bonnes pratiques d'identito-vigilance. Donc là, j'ai mis des exemples de recommandations et d'exigences de pratiques professionnelles pour les libéraux, mais j'aurais pu mettre pour les structures non hospitalières, je ne suis pas comme ça. Les objectifs de l'INS, on retient que c'est de fiabiliser l'identité des patients en utilisant une identité de référence qui est commune à tous. Ça facilite les échanges et le partage de données. On alimente et on consulte beaucoup plus facilement le DMP. Avant octobre 2023, on pouvait envoyer
des informations au DMP sans d'identité qualifiée. Depuis octobre 2023, c'est fini. On a coupé les accès. Pas d'INS qualifié, pas d'envoi au DMP. Et puis, on peut échanger de manière sécurisée avec les patients via la messagerie citoyenne dans mon espace santé. Je pense que vous avez un autre atelier en parallèle ou cet après-midi sur ce point. N'hésitez pas à y aller. Et on retient, pour faire la transition avec ma super collègue juste à côté de moi, que sans l'INS, il n'y a rien qui sera adressé numériquement, mais que grâce à l'INS, on envoie tout numériquement aux médecins, aux professionnels et aux patients dans mon espace santé. Merci beaucoup, Ségolène Barre. On aura retenu 2 choses, c'est que vous n'hésitez pas à usurper les identités et à pousser le public de cet atelier vers d'autres ateliers, ce qui en soi est un délit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour cette information? On voit quand même qu'il faut... Alors, vous êtes très spécialisé sur le sujet, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi avoir ces informations-là quand on est moins spécialiste, ce qui est quand même un enjeu en soi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, Claire Bernier, qui est intervenue tout à l'heure, a levé la main. Et n'hésitez pas non plus, si vous n'avez pas encore eu la parole, à la prendre. Hein, c'est important. Alors, comme Ségolène adore qu'on l'interpelle sur scène, je me suis dit que voilà, j'allais en profiter. Merci pour ton stand-up, hein, d'ailleurs, c'était génial. J'essaye de changer de voix. Génial. Bravo pour Jean-Baptiste, par contre, mue un petit peu la prochaine fois. Et donc, concernant les cartes d'identité, la CNI, si elle est périmée, est-ce qu'on peut encore On peut tout à fait l'utiliser. Un document périmé est toujours un document valide d'identité au niveau du RNIV pour qualifier une identité. Pour la valider déjà et pour la qualifier. D'accord, donc quelle que soit la date de péremption. Est-ce que si c'est périmé depuis 20 ans, ça vaut quand même? C'est encore bon, mais c'est vrai qu'on a des difficultés à reconnaître la personne sur les vieilles cartes d'identité. Voilà, moi sur mon permis de conduire, c'est un peu le problème. Mais votre permis de conduire n'est pas une pièce d'identité au niveau de confiance. Je faisais juste... Et alors, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vous souligner tout à l'heure, mais c'est juste pour dire que je l'avais encore, c'est souligner la carte vitale, c'est pas un document d'identité. Alors ça, c'est important de le dire, parce que je pense que dans l'esprit quand même de beaucoup de professionnels, il y a l'idée que la carte vitale, ça qualifie l'identité. Oui, mais on essaye de travailler pour faire changer ces mentalités. Et il y a une évolution de la carte vitale qui arrivera prochainement. Adoration pourrait vous en parler, mais elle n'est pas là pour ça. C'est l'APCV, qui est une dématérialisation de la carte vitale, mais on la garde quand même. On a les deux en parallèle. Et l'APCV, l'application carte vitale, embarquera une INS qualifiée. D'accord. Est-ce qu'il y avait des questions, des demandes de précision? Mais je précise quand même une chose, oui, c'est que parce qu'au préalable, la PCV avait déjà fait le travail de reconnaissance de l'individu. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que c'est... Donc c'est on un aura fait le travail en amont, tout simplement. Voilà. Ce qui peut quand même être pratique. Est-ce que vous avez des demandes de précision, vu que c'est assez technique, ou sur certains points, est-ce que tout était bien compris? Cela dit, c'était relativement clair. Ségolène Barre, non, pas de questions. Alors à ce moment-là, je ne vois pas de main se lever. À ce moment-là, je vous propose de passer à la 3e étape. Une fois qu'on a fait tout ce travail et qu'on a effectivement une identité extrêmement affirmée, claire et fiable, il y a les possibilités d'accompagnement sur mon espace santé avec notamment les usages par les professionnels libéraux. Il n'y a pas que ça, mais il faut qu'on en parle aussi, puisqu'on parle du lien entre l'hôpital et la ville. Ça fait partie des points importants. Et je vais même plus loin, c'est hôpital, ville et patient, hein, puisque mon espace santé est avant tout un outil pour les patients. Hein. Alors, il y a eu la loi du 24 juillet 2019 et en fait, mon espace santé, ce n'est pas plus qu'un carnet de santé numérique. Il y a d'autres outils à l'intérieur, mais en partie, il y a ce carnet de santé numérique. Alors, il a été créé pour tous les citoyens qui ont un numéro de santé, un numéro de sécurité sociale définitif. Donc, peu importe le régime d'affiliation, que ce soit CPAM, MSA, peu importe, tous les citoyens sont concernés par mon espace santé et ils sont tous détenteurs d'un espace santé. Le but, en fait, de cet espace santé, en fait, c'était de donner la main aux citoyens, qu'ils deviennent acteurs de leur propre santé. Vous savez tous combien il est difficile aujourd'hui d'avoir des informations lorsqu'on est patient et lorsqu'on a un suivi médical, combien il est difficile d'avoir les bons documents à transmettre. Avec mon espace santé, le but, c'est qu'effectivement, toutes les informations soient regroupées dans un même dossier et que ce dossier soit accessible aussi bien aux patients
qu'à tous les professionnels de santé qui vont être acteurs dans la prise en charge du patient. Alors, ce qui a été décidé, c'est ce qu'on appelle le opt-out. Donc, comme pour le don d'organes, dont vous en avez déjà tous entendu parler, il a été décidé que qui dit mot consent, donc c'est-à-dire que dès lors qu'on ne s'oppose pas à mon espace santé, on a un espace santé de créer. Donc, depuis juillet 2022, alors il y a eu un process qui a été plus long. On n'a pas décidé en juillet 2022 d'ouvrir à tout le monde comme ça. Il y a eu d'abord une campagne, ça a démarré en janvier 2022. Il y a eu toute une campagne d'information où on a incité les gens. Il y a eu des invitations qui ont été envoyées. Et après que ces envois aient été faits, s'il n'y a pas eu de retour des citoyens, enfin de la personne concernée, on a considéré qu'elle ne s'y opposait pas. Et donc, depuis juillet 2022, tout ce process avait déjà été finalisé. Et donc, toute personne sur le territoire avec un numéro de sécurité sociale certifié, voilà, a eu un espace santé de créer. Ce n'est pas l'assurance maladie qui ouvre les espaces santé, ce n'est pas l'assurance maladie qui va accompagner sur mon espace santé, même si c'est nous qui allons un peu sur le terrain, mais c'est bien un sujet ministériel et donc il y a juste 2 possibilités pour le créer, c'est d'aller sur monespacesanté.fr ou d'appeler le 3422 qui est une plateforme dédiée à mon espace santé. Donc, on va sur monespacesanté.fr, on va l'activer. Si on ne l'a pas activé, l'espace santé existe quand même puisqu'il a été créé en juillet 2022. Je reviendrai un peu après sur la différence entre la création et l'activation parce que c'est important de bien comprendre quand on est professionnel de santé, lorsque c'est créé, qu'est-ce qu'on peut faire et lorsqu'on est patient, qu'est-ce qu'on peut faire s'il est créé et qu'est-ce qu'on peut faire si on l'a activé. On peut toujours s'opposer à mon espace santé. Et là, pareil, on peut aller sur monespacesanté.fr ou le 3422. C'est le citoyen qui doit fermer son espace santé. De la même façon que si vous ne trouvez pas un espace santé de créer, à ce moment-là, pour le faire, il va falloir que le citoyen aille sur mon espace santé et fasse l'activation. Donc, vous voyez là, je reviens sur monespacesanté.fr, il y a évidemment l'application qui existe. Et donc, pour créer, pour activer, je précise, pour activer aujourd'hui mon espace santé donc par le citoyen, il va falloir avoir en sa possession une carte vitale, puisqu'on va utiliser sur la carte vitale le numéro de série. Alors là, vous voyez, c'est une carte vitale nouvelle génération avec la photo, donc vous avez le numéro de série qui est indiqué, qui est sur le côté. Par contre, les anciennes cartes vitales, les toutes premières, sans photo, le numéro de série est à l'arrière. Parfois, il est effacé, puisque ça fait quelques années maintenant qu'on l'utilise, un peu abîmé. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'orienter votre patient vers l'assurance maladie, puisqu'on ne sera pas en capacité de l'accompagner. Il faut qu'ils contactent le 3422. Ils ont les habilitations pour accompagner. Ils ont les habilitations pour donner le numéro de série. Et les petites astuces, parce que parfois, ce n'est pas aussi simple qu'on le voudrait. Alors, les fonctionnalités de mon espace santé, vous connaissez tous le DMP. Voilà, donc le DMP, versant professionnel de santé, on parle de DMP, attention, versant mon espace santé et versant citoyen, on va parler de dossier médical. On a gardé le nom de DMP, de dossier médical partagé, parce qu'il existait déjà et que pour les professionnels de santé, fondamentalement, il n'a pas changé. Il existait, il existe, il est à l'identique et tous les dossiers médicaux qui étaient déjà existants et dans lesquels il y avait des documents ont été tout simplement repris, rapatriés et injectés dans le nouveau, dans mon espace santé. Dans mon espace santé, vous avez également la messagerie de santé, ce qui ne change pas pour vous puisque vous la connaissiez déjà, elle existait déjà, donc cette messagerie de santé sécurisée. La différence avec mon espace santé, c'est qu'aujourd'hui, elle est ouverte aux citoyens et que avant, vous ne pouviez que communiquer vers les professionnels de santé, échanger entre vous. Aujourd'hui, vous pouvez également échanger avec les assurés.
Petite précision qui peut effectivement donner des craintes, hein, c'est une messagerie effectivement qui permet d'échanger entre le professionnel de santé et le citoyen. Attention, c'est toujours le professionnel de santé qui va initier l'échange avec le citoyen. Les citoyens pourront répondre et à n'importe quel moment, le professionnel de santé peut clôturer les échanges. Dès lors que vous considérez qu'il n'y a plus lieu de communiquer avec cette personne au sujet de sa santé, vous pouvez interrompre la conversation. Ça évite d'être sollicité. Juste petite précision, il y a un cas particulier, c'est avec les pharmacies, et c'était à leur demande, pour éventuellement envoyer par exemple des ordonnances. On ne va pas attendre que le pharmacien initie la conversation, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, il existe des balles, ce qu'on appelle des balles organisationnelles, donc des balles génériques qui vont permettre aux citoyens d'envoyer automatiquement, simplement l'ordonnance vers cette balle et le pharmacien pourra la récupérer derrière. Alors ça, ce sont deux fonctionnalités qui pour vous étaient déjà connues. Par contre, dans mon espace santé, il y a en plus un catalogue de services avec des applications en fait qui sont référencées et qui ont montré une plus-value pour la prise en charge et une plus-value pour le suivi des patients. Alors, ces applications, elles ont montré qu'elles étaient fiables, qu'elles avaient vraiment une plus-value et qu'elles étaient bel et bien hébergées en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas 50 000 applications qui sont référencées dans mon espace santé. Il y en a beaucoup qui voudraient l'être, mais tant qu'elles n'ont pas prouvé qu'elles sont totalement fiables, elles ne sont pas certifiées. Le but aussi de ces applications, c'est qu'elles soient à un moment donné connectées. Donc connectées, ça veut dire aussi qu'il y ait des remontées d'informations. Je prends par exemple dans le circuit d'un diabétique, il y a des applications qui vont permettre de reprendre les données médicales, donc des chiffres. Et donc ces chiffres pourront être remontés directement dans mon espace santé. Donc ça implique aussi que ça remonte dans le dossier médical, donc pour une prise en charge qui est bien meilleure, puisque du coup, le professionnel de santé va pouvoir récupérer ces informations et agir s'il y a lieu d'agir. Tout nouveau, on l'a attendu longtemps, mais là maintenant, il est là, c'est l'agenda de santé. Alors cet agenda de santé, il va centraliser évidemment les rendez-vous, mais il est aussi un outil de prévention parce qu'il va donner des rappels, dire attention, vous avez, alors je prends mon exemple, vous avez 50 ans, hop, pensez à votre mammographie, pensez au dépistage du cancer colorectal, voilà. Donc c'est vraiment un agenda avec des dates clés pour le suivi des patients. Et donc, c'est vraiment au niveau de la prévention quelque chose qui est super. Voilà. On l'a attendu longtemps et on est bien content maintenant qu'il soit en place. Alors, moi, je ne peux que vous inviter à activer votre espace santé et surtout à aller voir toutes ces fonctionnalités et vous allez comprendre qu'en fait, il a été très bien conçu. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour cette fois-ci, enfin moi je trouve en tout cas, il est simple d'utilisation, les termes sont faciles à comprendre. Donc, alors oui, il faut être un petit peu à l'aise avec l'informatique, on est d'accord. Mais en tout cas, tout le monde peut naviguer dessus sans crainte et va comprendre ce qui s'y passe en fait. Alors évidemment, mon espace santé, il est totalement sécurisé puisque comme on en parlait avant, il faut une authentification forte. Donc pour accéder en tant que professionnel de santé à l'espace santé du patient, il va falloir se connecter, s'identifier par CPS ou par ICPS et ou alors évidemment par ProSanté Connect. Je ne vais pas m'attarder sur ça puisqu'on en a déjà parlé avant et ils l'ont expliqué bien mieux que je ne pourrais le faire. Pour la prise en charge du patient aussi, la qualification de l'INS, je vais en parler très rapidement puisque là aussi ça a été fait. Mais le but, effectivement, c'est de bien faciliter les échanges et le partage des données, de bien fiabiliser l'identité du patient, de bien alimenter et consulter le DMP, puisque pour l'utilisation du DMP, il faut qualifier l'INS.
Et donc, pour accéder au DMP, il faut accéder sur mon espace santé. Évidemment, de gagner du temps, puisqu'on rattache plus facilement les wagons lorsque la personne est bien identifiée. Et évidemment, lorsque tout ça est bien mis en place, à ce moment-là, vous pouvez bien communiquer aussi via la messagerie de santé, donc avec tous les correspondants qui sont acteurs de la santé et le patient. Qu'est-ce qui change? Alors, pour les professionnels de santé, en fait, il n'y a rien qui change. Ceux qui utilisaient le DMP via leur logiciel ou via le site WebDMP, qui existe toujours pour les professionnels de santé, c'est à l'identique. On se connecte depuis son logiciel. Alors, on valide effectivement l'INS, mais après, on va pouvoir utiliser le DMP, que ce soit en consultation ou que ce soit en injection. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a accompagné les éditeurs pour que les choses soient bien simplifiées, puisque si on revient en arrière, le DMP avait été un petit peu malmené du fait de la difficulté d'utilisation. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les éditeurs se sont engagés, donc normalement, lorsque le logiciel est bien à jour, que tout est bien mis en place, les choses se font pratiquement automatiquement et pratiquement de façon transparente. La messagerie de santé, pareil, ça ne change pas, vous pouvez toujours communiquer entre professionnels de santé. Par contre, la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, l'usager a accès à ce dossier médical et a accès à toutes les informations. Et il a non seulement accès, mais en plus, il est totalement acteur puisque c'est lui qui va décider aussi de qui peut voir, qui peut consulter, qui peut interagir sur son espace santé ou pas. Il a la possibilité à n'importe quel moment de bloquer un professionnel de santé, de bloquer un compte-rendu, par exemple, un document, de dire, voilà, tel professionnel, je ne veux pas qu'ils y accèdent. Il peut même s'opposer à ce que tout professionnel de santé y accède. Alors, évidemment, à minima, il est quand même conseillé de laisser au moins en bris de glace. Alors, le bris de glace, c'est en cas d'urgence. Voilà, lorsque moi, je fais des présentations auprès des citoyens sur mon espace santé, alors oui, ils ont le droit de le faire. Quel est l'intérêt, puisque le but, c'est quand même d'avoir une prise en charge qui est meilleure. Donc, si on bloque tous les professionnels de santé, quelque part, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Et si on doit être pris en charge de façon inopinée et urgente, on réduit quand même ses chances de survie. Et la grande différence, effectivement, pour la messagerie de santé aujourd'hui, c'est que le citoyen, il a la main aussi dessus, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque mon espace santé est créé? Ça veut dire que le professionnel de santé, il peut l'utiliser. Il va pouvoir déposer des documents, il va pouvoir le consulter. L'espace santé, il vit. Le dossier médical vit. Il existe, il est alimenté, il est géré. Par contre, il est créé, mais il n'est pas activé. Le citoyen ne pourra pas y accéder, donc il ne verra pas. Il sera exclu du circuit et il sera exclu de la possibilité de faire le nécessaire. Il y aura également des informations de l'assurance maladie. Lorsque l'espace santé est activé, à ce moment-là, le citoyen, à la main, il pourra faire vivre aussi son espace santé. On va conclure du coup. Oui, juste petit rappel, il y a une liste de documents qui est soumise à obligation. Donc, il y a des documents qui sont obligatoirement injectés dans mon espace santé. Voilà. Et vous avez souligné l'importance de tout un tas de services qui peuvent émerger. Là, il y a maintenant l'agenda de santé, et c'est vrai que c'est important pour la prévention. Sophie Gogler-Mazy, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette présentation? Non, écoutez, c'était très complet. Nous, on sollicite vraiment les professionnels de santé à jouer le jeu et à alimenter ce DMP. Donc, ça, c'est très important pour que le citoyen soit acteur de son carnet de santé et qu'il y ait une vraie coordination entre professionnels de santé et assurés. Voilà. Merci. Je tiens juste encore à préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, 97% de la population a un espace santé de créé. Donc,
la plupart des gens l'ont. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont activé, mais ça veut dire que vous pouvez injecter de la donnée. Et si vraiment vous ne trouvez pas, c'est qu'à ce moment-là, il faut pousser le patient en fait à l'activer, à faire lui-même la démarche. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle. On a une question sur le fil, puisqu'ici on est retransmis depuis l'amphithéâtre sur le webinaire. Sur mon espace santé, le professionnel est-il au courant qu'il est exclu? Est-ce qu'il y a une notification? Vous êtes dissipé. Alors, heureusement, certains suivent. Sophie Gogler-Mazy, est-ce que la notification... En fait, il ne peut pas déposer le document dessus parce qu'il y a simplement une petite notification qui lui dit que... Voilà, au moment où il veut faire pas quelque chose. déposer. Au Mais est-ce moment où que quand il fait rien et qu'il est en contact habituel avec ce patient, est-ce qu'il a une notification comme quoi il a été exclu de l'échange? Est-ce que vous savez ça? Ah non. Non, il n'y a pas ça. Non. Non, c'est seulement quand lui va vouloir agir dessus, il va s'en rendre compte nécessairement. D'accord. Et là, il y a un petit bandeau. Notification. Est-ce que vous aviez des points techniques ou plus généraux? Allez-y. Deux questions en salle. On va voir s'il y a une nouvelle question en ligne. Oui, bonjour. Les documents soumis à obligation de versement au DMP, quels sont-ils? Justement, vous avez dit qu'il y a, une liste. Il y a une obligation. Donc, l'aliatre de liaison en vue d'une hospitalisation, les documents de sortie d'hospice aussi également, les comptes rendus d'examen de biologie, et puis le volet de synthèse médicale. Donc là, effectivement, on a incité les professionnels de santé à déposer le volet de synthèse médicale, qui répertorie toutes les pathologies importantes du patient. En cas d'hospitalisation d'urgence, on a tout de suite une synthèse du patient. Alors, oui. Moi, je vous invite vraiment à aller voir l'article qui est énoncé, parce qu'en fait, il y a dans cet article de loi un tableau et qui dit quel est le document à injecter et à quelle date il devra être injecté obligatoirement. En fait, il y a un calendrier qui a été mis en place. Monsieur, merci de vous présenter. Si un document ne me plaît pas, que je décide de l'éliminer, est-ce qu'il est éliminé définitivement du DMP ou alors il reste caché pour moi? Vous êtes, alors justement, pour ça que je vous demande de vous présenter, vous êtes plutôt patient, professionnel? Alors, je suis Alain Berger, représentant des usagers de Française Santé. Voilà, c'est ça. Merci. Alors, en plus, ça donne le temps de réfléchir à notre équipe CPAM. Alors, seul un professionnel de santé, enfin seul celui qui a déposé un document sur mon espace santé peut le supprimer de mon espace santé. Lorsqu'un espace santé est créé et que l'assuré souhaite supprimer l'espace santé, il va pouvoir sélectionner, enfin il aura deux choix. Soit il le ferme tout simplement, mais en laissant vivre quand même les documents qui étaient dessus, soit il détruit complètement le dossier. Ça veut dire que là, si dans 3 jours, 1 mois, 3 ans, il décide de réouvrir son espace santé, les documents ne pourront pas être récupérés. Par contre, s'il décide simplement de le fermer et qu'il le réouvre par la suite, les documents seront encore réutilisés, reviendront. Ouais. Je me demande, par contre, votre question, c'était pas par rapport à un document que vous ne voudriez pas qu'un professionnel voit, par exemple, que votre dentiste n'a pas besoin de voir ce que votre cardiologue a écrit. Dans ce cas-là, il y a des matrices d'habilitation et tout le monde ne voit pas tout. Alors, reprenez le micro pour le webinaire, monsieur. Merci. Là, je souhaite que personne ne le voit. Vous voulez en fait cacher, masquer un document, mais le garder dans l'éliminer complètement. Alors est-ce qu'il est éliminé du DMP physiquement, si je puis dire, ou alors est-ce qu'il reste caché pour moi et pour les professionnels? Non, il est supprimé. Par contre, si vous avez injecté un document et que vous souhaitez simplement le masquer aux professionnels, vous pouvez aller masquer ce document pour les professionnels de santé, mais le garder pour vous. Et on peut aussi le détruire. Et vous pouvez le détruire si vous décidez d'enlever, à condition que vous ayez déposé le document. Si c'est le professionnel qui l'a déposé, vous n'aurez pas la main. Il faut demander au professionnel de le faire. Avec le module. Là, on a quelques questions. Qui remplit l'agenda de santé? Qui remplit l'agenda de santé? Une question du webinaire. Alors, qui remplit l'agenda santé? Alors,
Aujourd'hui, on parle d'agenda de santé avec avec les rendez-vous. On n'est pas encore sur les rendez-vous qui sont renseignés, mais le but est là. Avec les catalogues de services, je ne veux pas faire de publicité pour Doctolib, je vais le nommer, Allez, mais ils sont référencés. Lorsqu'ils seront également connectés, ils pourront, les données des rendez-vous à venir pourront remonter directement dans l'agenda. L'agenda, aujourd'hui, il n'est pas encore sur j'ai tel rendez-vous à telle date, mais plus sur ce qu'on est sur de la prévention, sur un calendrier de prévention. Mais le but, c'est effectivement que tous les rendez-vous soient centralisés sur cette page-là. Pour rebondir un petit peu en disant que c'est assez proche sur la question de monsieur, mais qu'est-ce qui se passe pour les mineurs qui ne voudraient pas que leurs parents soient au courant de ce qui est dans le... Eh ben, ils ont la possibilité de masquer des documents même. Pareil. Je prends l'exemple effectivement d'une jeune femme qui ferait une IVG, qui ne veut pas que ses parents soient au courant. Eh ben, elle peut masquer ce document. Et je vais à l'opposé maintenant Donc, pour les personnes âgées qui sont non compétentes pour activer leur espace santé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si elles ne l'activent pas de problème, du moment qu'elles ne s'y sont pas opposées. L'espace santé-vie, le dossier médical-vie, donc les acteurs de la santé qui... Mais si elles veulent s'il y a besoin de l'activer pour justement la fluidité d'échange, comment ça se passe? Alors aujourd'hui... c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué. Mais ouais. il est... alors, ce qui est bien, c'est qu'on récupère les besoins du terrain et donc ils réfléchissent aux proches aidants, par exemple, et il y aura des délégations pour ces personnes, pour qu'elles puissent effectivement utiliser mon espace santé et coordonner finalement les soins autour du parent. Parce qu'on parlait justement de gain de chance, perte de chance, c'est quand même les personnes âgées qui cumulent le plus de pathologies, donc c'est peut-être important qu'elles puissent être dans le système. Tout à fait. Ouais. Par contre, tant qu'on ne s'est pas opposé, il existe. Oui. Donc les coordinateurs, enfin les acteurs de la santé qui gravitent autour de la personne, eux, ils vont pouvoir peuvent discuter dans cet espace, d'accord. Ouais. Est-ce qu'on sait dans l'agenda de santé si c'est un rendez-vous téléphonique ou pas? Est-ce que les rendez-vous sont qualifiés? Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore ça, d'accord. Il n'y a pas encore ces informations. Voilà, question donc en ligne. On va bientôt conclure. Dernière question ou intervention de Claire Bernier, c'est ça? Vous vouliez prendre la parole? Et on me dit là que certains ont entamé le cocktail. Donc, il va falloir qu'on se dépêche un peu. Bon, je vais faire vite. Alors, par rapport aux personnes âgées, parce qu'effectivement, c'est aussi notre sujet, si l'aidant, le proche aidant est à côté d'elle et le fait en sa présence, c'est pas un problème. Est-ce que la personne est consciente, consentante? Oui. Est-ce qu'elle est en capacité? Voilà. Bah oui. Oui. Parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir C'est toujours pareil. Moi, je ne vais pas vous dire, oui, il faut, en tant qu'aidant, le faire à la place d'eux. Même si on sait très bien que sur le terrain, dans les faits, si on veut accompagner, c'est souvent ce qui est fait. Voilà. Ça relève tout simplement de la responsabilité du proche aidant et aussi de sa conscience, parce que vous savez que ce n'est pas parce qu'on est enfant que ça se passe forcément bien avec la personne. Donc, voilà. D'où la réglementation qui va évoluer pour que justement il y ait vraiment des personnes qui soient au cœur et des proches aidants qui soient vraiment au cœur de cette prise en charge.